Sur votre écran, dans quelques secondes, la tragédie du Tupolev. Il était très exactement 15h29 cet après-midi. Environ 300 000 spectateurs présents à la fête aérienne du Bourget avaient les yeux fixés sur l'avion supersonique soviétique en pleine démonstration. Regardez bien la suite, les mots sont inutiles. Quelques images terrifiantes et qui vous résument le drame qui s'est produit cet après-midi au Bourget. Ce document exceptionnel, filmé par les équipes de 24 heures sur la Une, a été diffusé sur cette antenne quelques minutes après l'accident du Tupolev 144. Et nous ne savions pas encore à ce moment-là que l'appareil s'était écrasé sur la petite ville de Goussainville, dans le Val d'Oise. Les débris de l'avion, qui a explosé en vol, vous l'avez vu, ont littéralement dévasté une quinzaine de pavillons et en ont endommagé beaucoup d'autres. Il est impossible de dresser à cette heure-ci un bilan complet de la catastrophe. On sait simplement qu'il y a au moins 15 morts parmi lesquels les 6 hommes qui se trouvaient à bord du Tupolev. Seuls les secouristes, et on le comprend, ont pu se rendre sur les lieux mêmes de l'accident, près de l'école de Goussainville, qui était vide, heureusement, aujourd'hui dimanche. Mais vous allez voir que les premiers reportages de nos envoyés spéciaux font penser à une ville ravagée par un bombardement. Lorsqu'il a explosé en vol, le Tupolev 144 s'est littéralement volatilisé. Et dans un rayon de 3 km, des débris de l'avion se sont répandus partout, crevant les toitures, incendiant les maisons, écrasant les voitures et, hélas, tuant sans doute 9 personnes et en blessant 15. Dans un rayon de 3 km, il n'y a que des débris d'avions, des maisons détruites ou partiellement incendiées, au milieu duquel les sauveteurs venus très vite sur place ont pu intervenir. Mais dans beaucoup de cas, il était trop tard. L'école, heureusement, un dimanche n'était pas fréquentée car c'est là tout près qu'est tombé l'un des moteurs, un des gros éléments de voilure, et ce petit bâtiment de l'école a été littéralement écrasé et a pris feu. Les secours étaient prévus car le salon du Bourget peut être dangereux, il l'a hélas prouvé, et les secours sont intervenus très vite, très vite. Mais il y avait beaucoup à faire car, je vous l'ai dit, dans un rayon de 3 km, c'était l'enfer. Pour le moment, les sauveteurs ont dégagé 9 corps. Ils n'ont pas retrouvé encore les corps de l'équipage du Tupolev 144. Il y aurait une quinzaine de blessés. Et l'on fouille toujours les décombres et les alentours pour essayer de trouver tout ce qui vit. Voilà ce qu'il reste de Goussainville ce soir après cet accident dramatique. Dans les milieux aéronautiques, vous vous en doutez, c'est la consternation. André Turca, le chef pilote de Concorde, considéré un peu comme le rival direct du Tupolev, a tout de suite adressé un message de condoléances aux Soviétiques. André Turca a été l'un des témoins oculaires de l'accident du Tupolev cet après-midi au Bourget. Il avait même été question à un moment qu'il monte à bord aujourd'hui avec une de nos équipes de reportage. Et ce projet ayant été finalement remis à plus tard, André Turca a suivi la démonstration en vol de l'appareil soviétique et tout de suite après l'accident, il a donné ses premières impressions à Michel Tauriac. Vous allez entendre André Turca dans un instant. Vous voyez ici le vol du Tupolev.
que ça se passe au commentaire. Vous savez, d'abord, on n'a pas tellement envie de commenter parce que ce sont tout de même des camarades qui sont à bord. Je n'avais pas vu la démonstration d'hier, elle s'est produite à peu près de la même façon jusqu'à son dernier passage qui a été suivi donc d'une remise des gaz très cabrée qui se passait normalement. Et à la fin de cette chandelle, il y a eu un départ à piquer qui déjà nous a un petit peu étonnés dès le début de la manœuvre. Il y avait encore des gaz et de la fumée un petit peu orange qui se voyait. Et puis l'assiette à piquer n'a cessé d'augmenter avec une orientation vers la gauche en même temps. Et nous avons très nettement vu des morceaux se séparer de l'avion avant l'impact, qui paraissent être faits d'ailleurs en 2 points différents. Mais il y a à peine 1 minute avant le crash, vous étiez assez admiratif du Tupolev. Vous m'avez dit au moment où il prenait son virage sur la gauche, de façon à passer devant nous, que c'était un mouvement parfait et qu'il avait l'air assez maniable. Maniable, ce serait peut-être beaucoup dire, mais enfin, le dernier virage qu'il a fait là, près de la piste était effectivement à faible vitesse, un virage très serré. La maniabilité, en revanche, il nous avait fait une démonstration de maniabilité qui est certainement très inférieure à celle de Concorde. Maintenant, vous savez, il faudrait vraiment être dans l'avion pour en juger et voir ce qu'on peut faire. Malheureusement, c'est plus une chose possible maintenant. Vous aviez l'intention de vous rendre à bord du Tupolev après sa démonstration? Oui, nous avions été en principe invités. Enfin, vous connaissiez l'équipage oui. qui était à bord? Oui. Oui, plusieurs d'entre eux, oui. Il y avait, je crois, le directeur des essais en vol de Tupolev. Je ne sais pas si Vladimir Venderov était à bord. Oui, il était à bord. Avec une caméra de 24 heures sur la Une, d'ailleurs. On lui avait prêté. Je suis désolé parce que c'était un bon camarade. Nous le connaissions depuis longtemps. On ne peut pas dire que les communications étaient toujours faciles. La barrière de la langue d'une part, et puis tout de même le secret derrière lequel il se retranche. Mais enfin, c'était une vieille connaissance. Nous sympathisions depuis longtemps avec Vladimir Venderov. C'est un gros pépin, cette histoire, pour les Soviétiques, n'est-ce pas? Oui, pour nous. Pour vous également. Nous partageons. Vous croyez que ça va remettre en cause leur programme supersonique? Je ne pense pas. Je pense qu'ils ont plus d'estomac que ça. Oui. Comme nous l'aurions si les circonstances se produisaient. Oui, je crois qu'il faut vous expliquer que 24 heures sur la Une réalisait depuis quelques jours un reportage complet sur le premier Tupolev 144 de série. Et c'est ainsi, Michel Toriac, que vous avez pu rencontrer les principaux responsables de la construction et des essais en vol du Tupolev et qu'une équipe de 24 heures sur la Une a pu filmer à bord de l'appareil. C'est cela. Et ce matin, nous avions pu obtenir l'autorisation de monter à bord. Nous devions donc monter à bord de cet appareil qui a été accidenté, quand tout à coup, les Russes sont revenus sur leur décision. On n'a pas exactement compris pourquoi. Sans ça, nous aurions été à bord au moment de l'accident. Ils nous ont promis un vol plus tard, sans nous donner de date exacte, et en attendant, ils nous ont permis de monter à bord, comme ils nous l'avaient permis d'ailleurs la veille. Vous allez voir d'ailleurs le reportage que nous en avons ramené. Ils nous ont permis de monter à bord après la démonstration qu'ils devaient faire ce jour-là. Et c'est ainsi que nous avions rendez-vous au bord de la piste avec André Turcal, pilote de Concorde, de façon à monter avec lui et son équipage à bord du Tupolev. Alors là, je pense que nous allons voir les images de ce reportage que vous avez donc déjà largement commencé. Exactement. Et que vous allez pouvoir nous commenter. Et nous allons voir des visages qui sont aujourd'hui disparus. Hier déjà, nous avions donc pu monter à bord du Tupolev 144 en compagnie d'André Tupolev, le fils de l'inventeur du Tupolev 144, et en compagnie... Exactement, et de Michel Koslov, que vous voyez derrière lui, le deuxième pilote d'essai qui est mort dans l'accident. C'est la première fois qu'une caméra de télévision montait à bord de l'avion soviétique. Voici le fils d'André Tupolev montant à bord. Я, безусловно, верю в то, что
Je crois fermement que les passagers apprécieront le confort et la vitesse des avions supersoniques. Il est certain qu'après le Concorde et le Tupolev 144, il y aura beaucoup d'autres appareils du même genre. Dans notre pays où les distances sont considérables, où d'est en ouest le trajet est plus long que Paris-New York, l'existence des transports supersoniques est irréversible. В нашей стране, где очень большие просторы, где расстояние от востока до запада внутри нашей страны превосходит расстояние от Парижа до Нью-Йорка, наличие таких самолетов имеет особенно большое значение. Le Tupolev 144 était équipé dans sa version de série, il avait perdu les aspects intérieurs du prototype. Nous allons maintenant voir les premières classes. Aussi les premières classes, il y avait 11 sièges de première classe. Et nous allons arriver dans le poste de pilotage où le pilote d'essai du Tupolev 144 nous a donné sa dernière interview. Cet appareil a au décollage un poids de 180 tonnes qui peut au besoin atteindre 185 tonnes de charge utile. À pleine charge, le Tupolev 144 peut transporter 140 passagers. Son rayon d'action est alors de l'ordre de 6500 km. Ce pilote d'essai est mort dans la catastrophe, comme 5 autres de ses camarades. Ici, il faut signaler que certains experts avancent l'hypothèse d'une faute de pilotage à propos de cette catastrophe. Ils se demandent si le pilote que nous venons de voir et qui a péri dans l'accident, soucieux de faire la démonstration la plus brillante possible aujourd'hui au Bourget, n'a pas pris des risques exagérés. Ce n'est évidemment qu'une hypothèse et rien, pour l'instant, ne permet d'en être sûr. Un coup de téléphone, je vous prie de m'excuser. Merci. La nouvelle de l'accident n'a pas encore été donnée en Union soviétique. Les Russes ont fait savoir qu'un communiqué officiel serait publié, cela après qu'une commission d'enquête ait pu déterminer les causes de cette catastrophe aérienne. Mais les enquêteurs vont disposer d'un document filmé exceptionnel réalisé par les équipes de 24 heures sur la Une et qui permet de décomposer la chute de l'avion. Nous allons voir ces images terribles au ralenti. Les images se passent de commentaires. Dernier bilan officiel à Goussainville, petite localité du Val d'Oise sur laquelle se sont écrasés les débris du Tupolev. 14 morts, 28 blessés hospitalisés. Bilan officiel, mais sans doute pas bilan définitif. Je vous signalais tout à l'heure le message qu'André Turca a adressé aux Soviétiques. M. Mesmer, de son côté, a envoyé 2 télégrammes de condoléances, l'un à M. Kosygin, l'autre au ministre soviétique de l'aviation. Le Premier ministre rappelle qu'il avait pu admirer le Tupolev 144 au Bourget hier, et il réaffirme l'expression de sa confiance dans les réalisations soviétiques, aéronautiques et spatiales. Voilà, je pense, tout ce que l'on pouvait dire et montrer sur cette catastrophe qui endeuille la fête aérienne du Bourget. Naturellement, nos reporters sont sur les lieux du drame à Goussainville et ils peuvent nous rappeler à n'importe quel moment. Je vous propose de voir maintenant rapidement le reste de l'actualité de ce dimanche. Le congrès de la CFDT s'est terminé aujourd'hui à Nantes avec la présentation d'un cahier de revendications sociales pour les années à venir. Mais en définitive, c'est le problème des rapports entre la CFDT et le reste de la gauche, politique et syndicale, qui aura dominé ce congrès. Notre envoyé spécial, Jacques Hébert, nous en dit l'essentiel. Ce 36e congrès de la CFDT s'est donc terminé aujourd'hui en fin de matinée après 5 jours de longs débats.
Ce qu'il faut en retenir peut-être, c'est un retour à un certain classicisme syndical après le spontanéisme de ces dernières années. C'est ce que certains considèrent la reprise en main des militants par la Confédération. Et je voudrais demander à M. Maire, qui a été brillamment réélu secrétaire général, si cette évolution ou ce retour vers un certain syndicalisme ne va pas faciliter les rapports avec la CGT. Eh bien, vous parlez de retour, nous parlons de prolongement. En effet, ce congrès a d'abord confirmé nos orientations d'il y a 3 ans, nos perspectives d'autogestion, de socialisme démocratique décentralisé. Mais ce qu'il a fait de plus, c'est accorder une grande importance aux moyens concrets, pratiques, d'action pour être plus efficaces, pour que les catégories soient plus unies entre elles, pour que l'on ait moins d'opposition dans les actions entre grévistes et non-grévistes. Et pour la CGT, il est vrai que nos relations avec elle devraient s'améliorer. Elles ne sont déjà pas très mauvaises, il faut le dire, mais notre volonté de coordination de l'action et la volonté de la CGT aujourd'hui de mieux coller aux luttes de base fait qu'il y a là 2 mouvements qui vont dans le même sens, qui devraient permettre d'améliorer non seulement le climat, mais l'efficacité des luttes revendicatives. Comme il fallait s'y attendre, le Parti communiste a réagi aux déclarations de M. Maire. Le secrétaire général du Parti communiste, M. Marchais, constate que la CFDT a dû réviser un certain nombre de ses thèses traditionnelles, notamment à l'égard des gauchistes et en ce qui concerne le rôle et les moyens d'action des syndicats. Ce n'est pas pour nous déplaire, ajoute M. Marchais, tout cela ne pouvant finalement que favoriser les actions communes de la gauche. Dans le conflit de la sécurité sociale, on attend du nouveau au début de la semaine, soit du côté du ministre de la Santé, M. Poniatowski, qui est disposé à servir de médiateur, soit du côté de l'hôtel Matignon, où une délégation CGT doit se présenter demain pour réclamer une réponse à la lettre adressée avant-hier par un responsable syndical. C'est aujourd'hui le 10e anniversaire de la mort de Jean XXIII. Personne n'a oublié l'extraordinaire popularité de ce pape qui parlait avec simplicité et bonhomie. On a pensé que Jean XXIII allait être un pape de transition, ce fut le contraire. Jean XXIII était le pape de la paix. C'est lui qui a écrit Pacem in terris, paix sur la terre, cette lettre pour tous les hommes de bonne volonté. Jean XXIII était aussi le pape du concile. Sans préavis, il appelait tous les évêques du monde à rajeunir l'Église. Le plus étonnant, c'est l'extraordinaire popularité que Jean XXIII a gagnée parmi les incroyants en moins de 5 ans de pontificat. Peut-être parce que, comme ici, en visitant les prisonniers, il se sentait avant tout un homme comme les autres. Parce qu'il oubliait qu'il était pape en allant au chevet des malades. Le dialogue, Jean XXIII l'a recherché avec tous les hommes sans exception, quelle que soit leur religion, leur classe sociale ou leur responsabilité dans la société. Devenu chef de l'Église, Jean XXIII, ce fils de paysan lombard, a toujours gardé sa simplicité. Peut-être un signe de détente au Proche-Orient, Israël a échangé des prisonniers aujourd'hui avec la Syrie et le Liban. Les Syriens ont relâché 3 pilotes israéliens qu'ils détenaient depuis 1970. Israël, de son côté, a rendu 46 prisonniers de guerre à la Syrie et 10 au Liban. Très rapidement, le tiercé, les rapports viennent de me parvenir. Il fallait jouer aujourd'hui pour toucher le tiercé du prix du Jockey Club à Chantilly, le 14, le 4 et le 7 qui rapportent dans l'ordre 2263 francs 50 pour 1 franc et dans un ordre différent 452 francs 70 toujours pour 1 franc. La catastrophe du Tupolev, la tragédie de Goussainville, nous allons recevoir les premières images filmées de nos envoyés spéciaux. Les premières images à Goussainville où c'est la désolation. Voici, vue du ciel, la petite ville de Goussainville, Val d'Oise, qui depuis cet après-midi, 15h45, compte ses morts. Toutes ces taches claires que vous voyez sur le sol, ce sont des débris du Tupolev 144, mais hélas, beaucoup de ces débris ont touché les petits pavillons que vous voyez là, ont arraché les toits, crevé les façades et tué des gens qui passaient tranquillement leur dimanche chez eux. Ici, l'école, heureusement vide ce dimanche, ici, le nez de l'appareil. Voilà ce que l'on peut voir du ciel ce soir à Goussainville pendant que les sauveteurs arrivés très vite sur place interviennent. 2 témoignages recueillis par Robert Werner, d'habitants de Goussainville qui étaient là, sur place. Écoutez-les.
j'ai vu l'avion décoller depuis le Bourget et puis arriver à la hauteur de l'école Pierre Curie. L'avion à ce moment-là a semblé amorcer un virage et puis j'ai arrêté ma prise de vue. Ensuite, il y a eu l'explosion que j'ai vue, enfin j'ai vu une flamme rouge immense et puis des débris éparpillés absolument partout dans les champs. Et je suis couru jusqu'ici et j'ai filmé les premières images. Vous avez vu des victimes? Ah, j'ai pas vu de victimes, non. Vous vous trouviez où au juste? À 100 mètres. Moi, je suis absolument bouleversé. Je vous dis, on a pratiquement vu l'accident. Et j'étais un des premiers à me rendre sur les lieux, mais on n'a rien pu faire parce que il fallait d'abord déblayer la route, tout brûlait. J'ai vu personnellement plusieurs blessés. Et ce qui est dramatique, c'est que ce soit évidemment au cours d'une fête. J'ajoute que le téléphone et l'électricité ont été coupés à Goussainville. Une forte odeur de kérosène flotte dans l'air. Il est interdit de fumer en raison des dangers d'explosion. Dernier bilan connu de cette catastrophe, 35 victimes au moins, morts et blessés, 15 morts, pense-t-on, dont les 6 membres de l'équipage du Tupolev soviétique et une vingtaine de blessés. Voilà, je pense, le point que l'on pouvait faire ce soir sur cette catastrophe, mais dès à présent, je vous signale qu'à 22h50, c'est-à-dire après le film que vous allez suivre tout à l'heure sur la première chaîne, nous consacrerons une édition spéciale avec les autres reportages qu'auront pu nous faire parvenir nos envoyés spéciaux sur la catastrophe du Tupolev, la tragédie de Goussainville. Merci, bonsoir.